dans l'épisode précédent. Quoi qu'il en soit, on arrive doucement au moment où ça devient intéressant. Le Cambrien. Et au Cambrien, il se passe un truc décisif qu'on appelle l'explosion cambrienne. Retrouvez tout de suite. La suite de l'épisode. Bon, par contre, si vous n'avez pas vu les précédents, c'est quand même un peu dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet que je peux pas revenir en détail sur tout ce qui a déjà été dit. Donc vraiment, si vous voulez tout piger, je vous suggère de mettre cette vidéo en pause et d'aller voir les deux précédentes. Elles se trouvent toutes les deux dans les fiches. Pour tous les autres, on est reparti. Ah, ça y est, c'est enfin l'heure de la suite. Ouais, d'ailleurs, chauffe-toi la voix, c'est toi qui commence. Avant l'explosion cambrienne, on a vu qu'on connaît quelques organismes pluricellulaires, comme ceux que j'ai cités dans la vidéo précédente. Mais la plupart sont juste des organismes unicellulaires ou regroupés en colonies. Mais alors qu'on vient de passer 3,5 milliards d'années comme ça, en quelques millions d'années seulement, toutes les structures corporelles actuelles apparaissent, yeux, bouche, nageoires, etc. Il y a 535 millions d'années, apparaissaient subitement la plupart des embranchements actuels, et les êtres vivants d'aujourd'hui ne sont que le fruit de l'évolution des espèces de cette époque. Et de cette époque, on connaît des centaines d'espèces. Beaucoup d'entre elles, cependant, ne sont pas reliées aux espèces actuelles. Elles aussi sont perchées sur des branches cassées de l'évolution. Mais juste pour le fun, laissez-moi vous présenter Opabinia, Marella, Wiwaxia ou encore Yo-Oya, quelques-uns des animaux les mieux connus. Encore une fois, imaginez débarquer sur Terre à cette époque. Et pour en arriver là, il a fallu 3,5 milliards d'années. 3,5 fucking milliards d'années. 3,5 fucking milliards d'années pendant lesquelles la vie ne doit pas disparaître et pendant lesquelles les acquis précédents, à savoir les eucaryotes, les êtres pluricellulaires et la respiration, doivent être conservés. Donc, si on peut supposer que la vie simple apparaît très vite, la vie complexe, elle, c'est un putain de chemin de croix pour l'avoir débarqué. Tenez, regardez juste ça. Pendant mes recherches, j'ai demandé conseil à Acer Mandax de la Tronchambier. Oui, c'est moi. Parce que bon, le monsieur a quand même pondu un livre sur l'évolution. C'est vrai. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être un ou deux trucs intéressants à dire. Putain Mandax, on avait dit que la vidéo se transformerait pas en publicité géante. Non mais t'avais dit je pouvais le montrer. Arnaud, tu as dit je pouvais le montrer les livres. Alors après faut pas. Non, je peux pas montrer. Je peux pas montrer. Et puis non mais t'avais dit que j'avais le droit. T'as dit que je pouvais montrer les livres, alors bon, c'est pas grave, mais c'est pas très sympa, quoi. Enfin, moi, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais si c'est pour être vraiment dans une ambiance pareille. Bon, alors, nos organismes. Dans des organismes aussi complexes que l'humain ou le cancrelat, la plupart des gènes sont liés au fonctionnement de la cellule, des fonctions liées à comment l'ADN est répliqué, à comment l'énergie est consommée, etc. Donc la plupart des gènes agissent au niveau de la cellule, pas au niveau des organes ou des cellules entre elles. Ça, c'est qu'une petite partie du génome. Et donc il a fallu un temps considérable pour que les organismes passent de l'étape une cellule à l'étape plusieurs cellules, parce qu'il fallait relever plein de défis pour le fonctionnement d'une cellule qui soit capable, après coup, d'interagir avec d'autres cellules. Et en fait, ce temps, ça a pris à peu près 3,5 milliards d'années. C'était long. Je m'en souviens encore, d'ailleurs. C'était... Oui, je suis un vieux youtubeur. Et 3,5 milliards d'années, c'est long. Très long pour pas qu'il y ait de catastrophe à l'échelle cosmique. Parce que collision d'un planétoïde, game over. Mort de l'étoile, game over. Et des tas d'étoiles ne vivent pas aussi longtemps que le Soleil. Supernova à proximité, game over. Etc, etc, etc. 3,5 milliards d'années, c'est tellement long qu'on peut envisager tout et n'importe quoi à l'échelle cosmique. 3,5 milliards d'années, à ce moment-là, c'est un quart de la durée de l'existence de l'univers tout entier. C'est foutrement long. Et pourtant, la vie est passée au travers. Au vu de ceci, je parierais assez facilement sur la présence de la vie dans l'univers. La vie simple. Par contre, je parierais pas sur la présence de la vie complexe ailleurs. Mais que s'est-il passé au début du Cambrien pour que, d'un coup, la vie s'emballe?
Est-ce que c'est un événement simple qui se produit souvent dans l'univers mais qui, bon, manque de bol, a mis 3,5 milliards d'années à arriver sur Terre? Ou bien est-ce un événement très rare et nous ici on a eu une chance inouïe de survivre suffisamment longtemps pour que ça arrive et que la vie explose? Il est probable que ce soit une caractéristique naturelle, entre guillemets, du vivant. Le vivant, c'est quoi? C'est quelque chose qui se reproduit et qui se modifie. Et donc ça produit de la diversité. Et cette diversité peut être dans différentes directions, vers du plus simple ou du plus compliqué. Et du côté du plus compliqué, ça peut s'accumuler et s'accumuler et s'accumuler pendant très longtemps. Et si personne ne vient tout tuer, bien, en s'accumulant, la complexité peut acquérir une sorte de vitesse de croisière, peut même s'accélérer, et ça produit des choses extrêmement complexes, comme un cancrelat. C'est compliqué, un cancrelat. Pensez simplement à nous, êtres humains. Depuis que l'homme est l'homme, il lui a fallu des dizaines de milliers d'années pour domestiquer le feu. Et en 100 ans, on a inventé l'avion, été sur la Lune et inventé les ordinateurs de poche avec lesquels la plupart d'entre vous regardent cette vidéo en ce moment. Maintenant, imaginez, si les structures corporelles de cette époque se sont toutes mises en place lors de l'explosion de la vie sur Terre et qu'elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui, on peut supposer que c'est parce qu'elles sont particulièrement efficaces pour survivre. Après tout, les yeux, la bouche, les nageoires, depuis que la vie s'est complexifiée, ça existe et ça existe encore aujourd'hui. Autrement dit, il semblerait que certains organes soient des réponses universelles aux contraintes que les formes de vie rencontrent pour interagir avec leur environnement. Considérons deux hypothèses. Hypothèse 1, que ces organes aient une chance non négligeable d'apparaître dans le cours de l'histoire d'une lignée vivante. Hypothèse 2, qu'ils confèrent assez d'avantages pour que la sélection naturelle les fixe et les conserve. Pour tous les cas où ces deux hypothèses sont vraies, on a toutes les chances de retrouver l'organe ou le caractère dans un organisme qui est l'aboutissement d'une longue histoire du vivant. Et sur Terre, on a vu apparaître plusieurs fois les yeux, les ailes, et puis certains plans de symétrie dans le corps. On pourrait donc supposer que, au vu de ce qu'on sait sur le développement et l'évolution de la vie terrestre, si on découvre de la vie ailleurs et si elle est primitive, ce sera plus probablement des prokaryotes, et probablement construites sur les mêmes bases chimiques que la vie terrestre, puisque c'est a priori la seule qui semble permettre assez de complexité pour déboucher sur un être suffisamment compliqué pour être considéré comme vivant. Et si c'est de la vie vraiment complexe qui a eu le temps d'évoluer sur la base de cette même chimie, elle pourrait disposer des mêmes schémas corporels que sur Terre, à savoir des yeux, des bouches, des nageoires, des écailles, des poils, des oreilles, qui rempliront les mêmes fonctions que chez les animaux terrestres, aussi différentes que ces organes puissent être. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ici, chez nous, pour constater qu'ils sont déjà très différents d'une espèce à l'autre, mais que pour autant, il existe une forme d'universalité pour certains d'entre eux. Donc, si vous suivez toujours, si on tient compte du level de bizarrerie de tout un tas d'animaux terrestres actuels ou éteints depuis longtemps, on peut supposer que, le jour où on découvrira des animaux extraterrestres, ils ne seront pas forcément plus bizarres que les plus bizarres des animaux qu'on a ici. La Terre regroupant probablement la plupart des environnements dans lesquels la vie peut évoluer, allant du très chaud au très froid, en passant par le très acide, le très sec, le très profond, la haute altitude, on peut supposer que les méthodes qu'utilise la vie pour s'adapter à ces environnements seraient les mêmes ailleurs dans l'univers. Et encore une fois, je pense notamment aux nageoires pour les liquides, aux pattes pour la vie terrestre, aux bouches pour l'alimentation. Bon, maintenant on a de la vie complexe et c'était déjà pas gagné. Mais attendez, maintenant il nous faut de la vie intelligente. Et là non plus c'est pas gagné. 535 millions d'années. Il a fallu 535 millions d'années depuis l'explosion cambrienne pour qu'on finisse par inventer le radiotélescope. Pendant des millions d'années, les espèces se sont succédées à la surface de la Terre. Il y a eu des grands, des petits, des terrestres, des marins, des poilus, des écaillés, mais aucun qui n'a laissé de traces de civilisation. Dans tous les fossiles qu'on a retrouvés, pas la moindre trace d'un outil ou d'un quelconque objet artificiel créé par quelqu'un d'autre que l'homme. Et pendant ces 535 millions d'années, la vie a aussi dû faire face à des catastrophes. Depuis le début du Cambrien, on dénombre 20 extinctions importantes, des périodes où le nombre de fossiles s'amenuise dans les couches géologiques concernées. 20 périodes où la biodiversité et les populations ont chuté sans que l'on sache forcément pourquoi. Et à ces 20 extinctions importantes, il faut ajouter 5 extinctions massives. Il y a 445 millions d'années, l'extinction de l'Ordovicien silurien, probablement due à une activité volcanique intense et une période de glaciation, voit disparaître un tiers des familles d'animaux, plus de la moitié des genres d'animaux marins et 85% des espèces.
Il y a 370 millions d'années, des variations répétées au niveau de la mer et du climat peuvent avoir provoqué une anoxie des océans, c'est-à-dire un appauvrissement dramatique en oxygène qui a provoqué la disparition d'un 5e des familles, jusqu'à la moitié des genres d'animaux marins et les 3/4 des espèces. La pire de toutes, c'est l'extinction Permien-Trias il y a 252 millions d'années, qui ratiboise 95% des espèces marines et les 3/4 des espèces terrestres. Elle pourrait avoir été causée par l'éruption des traps de Sibérie, et on estime que la température sur Terre aurait pu flirter avec les 40 degrés à la surface des océans et jusqu'à 60 degrés sur les continents. Pour ne pas être en reste, nous avons ensuite l'extinction Trias-Jurassique, il y a environ 200 millions d'années, avec 20% des espèces marines et 35% des espèces terrestres qui passent l'arme à gauche. Là aussi, on soupçonne les volcans et l'anoxie des océans. Et la dernière, l'extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années. Je vous fais pas un dessin, c'est la plus connue. Et bien entendu, si on sait que ces extinctions ont eu lieu, c'est parce qu'on constate une baisse du nombre de fossiles dans les couches géologiques associées à ces périodes. Mais pour les périodes plus anciennes où on n'a pas de fossiles, parce que là, ça fait quand même une moyenne d'une catastrophe tous les 100 millions d'années. Or, avant, on a passé 3,5 milliards d'années avec juste la grande oxydation et la glaciation huronienne. En fait, dans cette période, il y a aussi probablement eu une série d'événements catastrophiques à l'échelle planétaire. Mais bon, vu le peu de fossiles qu'on a, c'est difficile de dire à quel moment il y en a encore moins. Quoi qu'il en soit, si la vie est un marathonien, tous les 200 mètres, il se fait tirer dessus au fusil à pompe et faut espérer qu'il passe entre les plombs. Résumons. La vie est apparue très vite sur Terre, ce qui laisse à penser que finalement, la vie simple est plutôt robuste et commune. Par contre, elle a mis 3,5 milliards d'années à devenir complexe. 3,5 milliards d'années où tout et n'importe quoi aurait pu arriver à la planète, au Soleil, au système solaire tout entier, bref, c'était déjà le gros coup de bol. Ensuite, une fois la vie complexe apparue, il faudra attendre 500 millions d'années et 25 extinctions, dont 5 dramatiques, pour finalement voir arriver une espèce intelligente. Alors pourquoi nous et personne d'autre avant ? Aujourd'hui, on sait que l'intelligence humaine n'est pas un truc qui nous est tombé dessus comme ça, du jour au lendemain. En plus, l'intelligence, ça sert pas à grand chose. Non, vraiment, je déconne pas. Le cerveau, c'est un organe très gourmand en ressources, et il ne sert à rien quand il faut échapper à un prédateur dans la savane. Enfin, je veux dire, les animaux qui n'ont pas un cerveau aussi gros que le nôtre y arrivent très bien aussi. Pour que l'humain devienne ce qu'il est, il a dû passer par la nourriture carnée cuite. Et oui, parce qu'il avait besoin d'un gros apport nutritif et d'une alimentation tendre pour laquelle une grosse mandibule n'était pas nécessaire. Ce faisant, elle a libéré de la place pour le développement du cerveau. Il a aussi fallu passer au travers des mailles de l'extinction, et c'est parfois pas passé loin. Au Paléolithique, la population humaine mondiale n'a que rarement dépassé les 30 000 individus, avec des chutes à 10 000 pendant certaines crises. Aujourd'hui, on considère des espèces animales en danger pour moins que ça. Il a fallu passer au travers de la prédation, des épidémies, des changements climatiques, et si on reprend l'exemple du développement de la vie sur la Terre, le développement de la civilisation humaine, c'était un peu pareil. Autrement dit, l'apparition d'une civilisation sur Terre a été une gigantesque loterie à laquelle nous avons eu la chance indécente de gagner plusieurs fois, pour enfin pouvoir nous demander si d'autres ailleurs ont eu autant de chance que nous. Faisons maintenant une petite parenthèse sur les lunes gelées. Parce qu'en parlant de la Terre, on parle d'une planète qui se trouve dans ce qu'on appelle une zone habitable, c'est-à-dire une zone où l'eau liquide peut exister en surface. Mais on sait aujourd'hui que les planètes plus lointaines peuvent elles aussi abriter de l'eau liquide. Il suffit qu'elles aient un cœur chaud en dessous et une couche de glace isolante au-dessus. Vu le volcanisme très probable qui doit se dérouler sur le plancher de ces océans, on peut supposer qu'on trouve là-dessous une quantité de composés organiques, comme la soupe primordiale terrestre. Alors la grosse différence, c'est qu'il ne faut pas trop s'attendre à voir apparaître une vie photosynthétique. Puisque là-bas, c'est le noir absolu, il n'y a pas un pet de lumière. Par contre, n'oublions pas les formes de vie anaérobies qu'on trouve au fond de nos océans et qui se régalent de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique pour nous, j'en ai fait l'expérience, mais indispensable pour elles. Pour les animaux qui vivent là-dessous, peu importe la lumière ou l'oxygène. Par contre, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment, il leur faut quand même de l'eau. Bref, si cette vie se trouve sur Terre, on peut espérer la trouver ailleurs. C'était d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo. Mais si la vie peut apparaître dans ces conditions, et même si elle peut se développer au point de devenir complexe, et même intelligente, elle est quand même coincée. Parce que quand on se développe dans l'eau, et uniquement dans l'eau, c'est difficile de domestiquer le feu. Et sans domestication du feu, pas de travail des métaux. Et sans métaux, pas de développement de civilisation avancée, ni d'électricité d'ailleurs. Donc, il y a peut-être de la vie intelligente ailleurs, mais qui est incapable de percer les kilomètres de glace qui la surplombent. Et du coup, on n'est pas prêt d'entrer en contact avec eux. Donc jusqu'ici, on a surtout vu l'apparition d'une vie complexe, mais pour capter des signaux radio,
Il faut au moins une civilisation relativement avancée. Et si on reprend viteuf notre équation de Drake, il y a de quoi déprimer. Maintenant, pour la suite, il va falloir se demander combien de temps perdure une civilisation. Et là, on n'a rien sur quoi se baser, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait au moins regarder dans notre propre passé. C'est peu pour faire des stats, mais c'est pas rien non plus. Mais là, on touche à du rien en puissance, puisque la seule réponse que l'on puisse espérer se trouve dans le futur. En termes de certitude, c'était déjà pas très glorieux, mais ce qui arrive maintenant n'est que pure spéculation. Donc supposons que la chance insolente que nous avons eue jusqu'ici, d'autres l'ont eue aussi. Si on regarde un peu notre développement technologique, on constate qu'on ne doit pas être trop loin d'une singularité technologique. Le moment où le progrès technologique s'emballera pour arriver jusqu'à un niveau ultime impossible à dépasser. Et ce moment-là, c'est ce que pas mal de gens voient comme la fin de notre civilisation. En gros, la singularité technologique arrivera, selon eux, au moment où on inventera une intelligence artificielle tellement balèze qu'elle sera capable de s'améliorer elle-même à l'infini jusqu'à devenir un être absolument intelligent. Or, à ce moment-là, cet être absolument intelligent risque d'avoir des buts dans son existence qui seront différents des nôtres. Elle pourrait alors, dans le meilleur des cas, se développer sans faire attention à nous, ou bien nous pourrions alors être un obstacle sur son chemin, qu'elle balayerait d'un revers de manche, un peu de la même manière que vous tondez votre jardin sans faire attention à la fourmilière que vous rasez. Ou bien elle pourrait carrément nous voir comme une menace à son développement, et la suite vous la connaissez, Hollywood l'a déjà bien exploitée. Sauf que personnellement, le scénario à la Terminator, j'ai un peu de mal à y croire. Pour une raison simple. Où va naître une pareille intelligence artificielle? Dans un labo. Si ce labo consiste en un building abritant un supercalculateur, ça pourrait être une idée d'étudier un peu le comportement de cette IA avant de lui filer un accès à Internet ou le contrôle des armes nucléaires. Et quand bien même, si elle est si intelligente que ça, elle va pas atomiser la Terre. Parce que qui va fabriquer l'électricité dont elle a besoin si on n'est plus là? De même, comment on passe d'un supercalculateur à une armée de robots tueurs? Faut une usine pour les assembler, non? Imaginez qu'un supercalculateur se répande sur un réseau et prenne le contrôle d'une usine de bagnoles pour la transformer en usine d'armement. Vous croyez pas que le superviseur aura appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence à la minute où il verra que les automates commencent à faire n'importe quoi? Et quand bien même une poignée de Terminator aurait pris le contrôle d'une usine de bagnoles, je pense pas que les poids lourds qui apportent la matière première accepteraient de continuer leur livraison. Bref, pour qu'une intelligence artificielle nous pourrisse la vie, faut d'abord lui donner les moyens de le faire. Et ça, c'est pas gagné. Personnellement, et c'est un avis purement personnel, je suis de ceux qui attendent l'arrivée d'une vraie intelligence artificielle, d'une machine douée de conscience. Revenons un instant à nos civilisations extraterrestres. Au regard du temps qu'il a fallu à la vie pour se développer, on peut sans hésiter dire que notre développement technologique s'est fait en un battement de cils. Donc imaginons une planète où la vie se serait développée selon le même schéma, ou un truc similaire on va dire, et supposons qu'on y trouve une civilisation qui a tout juste 1000 ans d'avance sur nous. Et 1000 ans à la vitesse où on va, c'est beaucoup. Et bien évidemment, on peut aussi largement supposer qu'ils ont des millions d'années d'avance, voire des milliards. On peut spéculer, hein. Mais supposons qu'une singularité technologique n'est pas une fin, mais plutôt un début. Le début du moment où une civilisation devient en quelque sorte immortelle. Donc projetons-nous dans le futur et essayons de voir ce qui pourrait nous tuer ou au contraire assurer notre pérennité. Maintenant, je vais vous parler de concepts qu'on appelle transhumanisme et posthumanisme. Et je vais vous expliquer pourquoi, si une armée de robots vous propose de vous sucer le cerveau, vaut peut-être mieux les laisser faire. Mais avant, on va juste parler une seconde des visionnaires. Beaucoup de gens sont considérés comme des visionnaires. Ils ont su deviner ce qui allait être l'avenir avant les autres. Ils ont anticipé la technologie, l'histoire ou que sais-je. Mais non. Considérer certaines personnes comme des visionnaires, c'est oublier tous ceux qui ont eux aussi émis des hypothèses sur le futur, mais qui se sont plantés. En fait, vu le nombre de gens qui ont émis des hypothèses sur le futur, statistiquement, il fallait forcément que dans le lot, il y en ait qui aient raison. Si je vous dis ça, c'est parce que je m'apprête maintenant à vous donner la vision du futur de certaines personnes, qu'on appelle les transhumanistes et les post-humanistes. Et si je parle de ça, c'est parce que je trouve l'idée de pouvoir devenir immortel assez séduisante. Mais c'est une vision du futur comme une autre qui pourrait très bien ne jamais arriver. Un mot aussi sur l'environnement, peu importe si l'homme le détruit. Ça serait dommage, vraiment dommage, mais pas grave pour l'humanité.
Je dis ça parce qu'on associe souvent la destruction de l'environnement avec la fin de l'humanité, mais en vrai, on n'est déjà plus dépendant de l'environnement. On a nos plantes de culture à nous, nos animaux d'élevage à nous, il n'y a déjà plus que nous sur Terre. En cas de sécheresse, on arrose, en cas de froid, on met sous serre, on fait pousser des saumons en élevage et des poules en batterie. C'est pas bon, hein. Mais s'il n'y a que ça, c'est largement suffisant pour vivre. Donc détruire notre écosystème, c'est pas grave pour la survie de l'homme. On l'a déjà fait. Alors attention qu'on me comprenne bien. Je pense que c'est la pire chose que l'on soit en train de faire ici sur Terre. Foutre en l'air toutes les jolies choses qui y vivent. Mais l'existence de l'homme en tant qu'espèce n'est plus conditionnée par l'existence de plantes ou d'animaux sauvages depuis longtemps. On a beaucoup à apprendre de la nature, je pense notamment aux substances actives de nos médocs qui viennent pour beaucoup du règne animal et végétal. Donc on se priverait clairement d'un truc. Et le monde est beaucoup plus beau quand on sait que ce genre de choses y vivent. Mais disons que je n'ai pas peur de la destruction de l'environnement comme d'un événement signant la fin de notre civilisation. Pour le nucléaire, c'est pareil, le risque de s'atomiser est passé avec la guerre froide. Guerre froide qui d'ailleurs nous a montré que l'arme nucléaire est avant tout une arme de dissuasion. Quand bien même il y aurait un fou quelque part qui cherche une excuse pour appuyer sur le bouton, le reste du monde qui a envie de vivre va soit rester à l'écart, soit tempérer le jeu. Ajoutons que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, une guerre nucléaire ne ratiboiserait pas toute la Terre. Avec nos mesures douanières et les trousaines de contrôle en tout genre, j'ai pas trop peur d'une épidémie mondiale non plus. Bref, si on exclut ces craintes, qui sont parmi les plus courantes quant à la fin de l'humanité, il reste quoi? Personnellement, je pense qu'une singularité technologique doit être un événement très intéressant. Aujourd'hui, on remplace des morceaux de corps humain par des autres. Mais c'est encore rudimentaire. Ça ressemble un peu à un mécano du bled qui prend une pièce sur ta voiture pour en remplacer une autre qui est pétée. Ça marche, mais c'est pas vraiment la solution ultime. Mais technologie et médecine progressent de front et on assiste aujourd'hui à des choses qui relevaient il y a encore quelques décennies de la science-fiction, comme des bras articulés contrôlés par la pensée. C'est pas encore tout à fait au point, mais on marche dans la bonne direction. La mort fait partie de la vie humaine, mais si je vous demande si vous voulez mourir, il y a fort à parier que non. Et vous vous direz sûrement que, après une longue vie bien remplie, un jour vous serez prêt à mourir. Mais non. Si vous êtes prêt à mourir, c'est que votre vie est un enfer auquel vous voulez mettre un terme. Si votre vie vous plaît, peu importe que vous ayez 120 ou 130 ans, vous avez envie de rester encore un peu. La médecine s'emploie à nous débarrasser des maladies pour qu'on vive plus vieux, mais aussi en meilleure santé. Imaginez avoir 90 ans, être fringant comme des jeunes de 20 ans, entouré de vos amis et de vos familles, eux aussi en bonne santé. Est-ce que vous auriez envie de mourir? Non. Pas plus si vous avez 120 ans ou 200 ans. La vérité, c'est que la mort n'est une option que quand la vie est suffisamment devenue de la merde. Gardons ça en tête un moment. Maintenant, imaginez, on est en mesure de réparer de plus en plus de parties du corps. Bientôt, avec un peu de chance, dans quelques décennies, on sera en mesure de simuler un cerveau humain dans un ordinateur. Et si on est suffisamment bon pour créer une interface entre le cerveau et l'ordinateur, on pourra se télécharger dedans. Car la pensée n'est pas directement reliée au cerveau. Il est aujourd'hui admis qu'elle est juste associée au processus hébergé par le cerveau. Là où vous hébergez ces processus, vous hébergez la pensée. Alors bien sûr, personne n'aurait envie de devenir un ordinateur de bureau. Maintenant, imaginons. Si je vous propose de devenir un truc qui ressemble à un Terminator. C'est moche, mais vous pouvez vous mouvoir comme un humain, penser comme un humain, etc. Bon, la plupart des gens diraient non, parce qu'ils ne pourraient plus déguster un bon vin ou se gratter les couilles. Mais imaginons maintenant que vous soyez condamné à court terme par une maladie à la con. Et je vous propose, plutôt que de claquer, de continuer à vivre en abandonnant votre corps malade contre celui d'un Terminator. Enfin, sans le gun. Ok, vous pouvez plus vous gratter les couilles, mais vous devenez virtuellement immortel, car il suffit de changer vos pièces endommagées. Et dans votre cerveau virtuel, on peut uploader n'importe quelle connaissance à la manière de Neo dans Matrix. Vous êtes plus fort, plus intelligent, virtuellement immortel. Moi je dis, ça se discute. En plus, on pourrait supposer que personne aurait réellement envie d'avoir les jointures à l'air. Alors une personne du genre aurait au fait de ressembler à un androïde couvert de peau en latex, ou n'importe quoi qui l'aiderait à plus ressembler à ce qu'il est vraiment, un humain. Oui, parce que cette machine serait un humain. Votre pensée est indépendante de votre corps. Si là maintenant je vous transformais en une grenouille de conte de fées qui attend le baiser d'une princesse, imaginez une seconde être vous, mais dans un autre corps. Vous restez vous-même,
Ça serait peut-être inconfortable en fonction du corps que vous avez choisi, mais si on suppose que votre esprit n'a pas changé, vous êtes toujours vous-même. Donc un humain qu'on télécharge dans une machine, il reste lui-même, avec un peu moins de couilles à gratter, c'est tout. Et si on me propose de devenir tellement plus intelligent que ça risquerait d'avoir un impact sur ma personnalité, je pense que ça vaut la peine. Imaginons maintenant que l'on arrive à un stade de développement de l'humanité qui ressemblerait peu ou prou à ça. La technologie vous permet de vous ajouter des implants dans le cerveau pour être plus intelligent, ou de remplacer un organe défectueux. À un stade ultime, on se retrouverait avec des gens devenus 100% artificiels. Avec un cerveau informatique, qu'est-ce qui empêcherait ces gens de se connecter en réseau ? Imaginez partager vos connaissances avec l'humanité tout entière et vice-versa. C'est Google dans votre tête. Le simple fait de vous poser une question vous met immédiatement en relation avec la réponse dans la tête de celui qui l'a. Toute la connaissance de ces gens réunis sur un réseau. Avant, vous aviez un spécialiste de la mécanique automobile passionné de pêche à la ligne et un cuistot de génie passionné de musique classique. À la fin, vous avez 2 gugus super calés en cuisine et en mécanique, et passionnés de pêche et de musique classique. Et comme nous sommes dans un jeu à somme non nulle, le petit peu que chacun apporte contribue à une intelligence globale plus importante. N'importe quel pelé, une fois branché en réseau, devient le plus intelligent des physiciens. Imaginez maintenant qu'il existe sur Terre une population d'humains robots qui pensent tous ensemble. Ils sont physiquement très forts, quasi immortels et possèdent un savoir incroyablement plus élevé que le vôtre. Afin d'accroître leur savoir, ils ont tout intérêt à vous inviter à les rejoindre, votre savoir, aussi partiel soit-il, étant alors ajouté à l'équation et votre cerveau étant ajouté à leur incroyable capacité de calcul. En se joignant à eux, vous pourriez devenir quasi immortel et accéder à un immense savoir. Perso, je signe. On pourrait alors supposer que rapidement, c'est l'humanité tout entière qui rejoindrait ce qui s'apparenterait à une sorte de ruche. Alors certains vont me répondre que non, parce que eux, ils veulent avoir des enfants, pouvoir continuer à manger de la bonne bouffe et se tirer sur l'élastique devant un film de cul le premier samedi du mois. Sauf que l'un n'empêche pas l'autre. Si déjà le cerveau est simulé, on peut aussi simuler n'importe quel stimuli nerveux. Ça serait un peu comme être dans la matrice, sauf que vous êtes à la fois Néo dans un monde virtuel qui fait ce qu'il veut, et les machines. Vous pourriez donc déguster de la grande cuisine dans un environnement enchanteur pendant qu'une autre partie de votre cerveau se joint à d'autres pour résoudre les plus grands problèmes de la physique quantique, pendant qu'une autre partie de votre cerveau contrôle votre corps prêt à embarquer pour un voyage vers Mars. Parce que ouais, quand on est une machine, on n'a pas besoin d'air ou d'eau. L'électricité, ça suffit. Donc un voyage vers Mars, ça devient sacrément plus facile. Et si en plus on suppose que vous pouvez faire une copie de sauvegarde en cas de crash et vous recharger dans un nouveau corps tout frais sorti de l'usine, du coup, c'est même pas dangereux. Bref, à ce stade, on a une humanité qui ressemble à une ruche, avec tous ces individus qui partagent leurs intelligences et qui font tout pour coloniser l'espace et acquérir toutes les connaissances de l'univers pour atteindre l'immortalité en tant qu'espèce. Maintenant, permettez-moi une petite digression de plus. Pourquoi est-ce que les rhinocéros existent encore ? Ils sont relativement dangereux si on considère qu'ils peuvent attaquer et tuer un homme qui s'en approcherait de trop. En plus, ils servent à rien, à part si on croit que se faire une infusion de leur corne peut guérir le zizi tout mou, mais c'est mal barré. Autrement dit, il serait plus simple pour l'humanité de s'en débarrasser. Alors pourquoi on le fait pas ? C'est simple, parce qu'on les aime bien. Tout comme on aime bien le reste de la faune et de la flore, à part peut-être quelques exceptions qu'on accuse de délit de sale gueule. Là où je veux en venir, c'est que si on suppose que l'humanité acquiert ainsi la capacité de s'expatrier sur d'autres astres sans avoir de considération comme l'air, l'eau ou la bouffe, on pourrait supposer que la Terre serait transformée en une gigantesque réserve naturelle où seuls les monuments qui nous sont chers seraient préservés pour la même raison qu'on préserve les rhinocéros, parce qu'ils servent à rien mais qu'on les aime bien quand même. Pourquoi alors à ce moment-là continuer à polluer la Terre et à tuer des animaux quand on peut la préserver en s'installant partout ailleurs ? Genre simplement sur la Lune d'ailleurs. Imaginez donc une humanité qui conquiert le système solaire. À ce stade-là, ce qui pourrait limiter notre développement vers les étoiles voisines, ce serait notre capacité à voyager plus vite que la lumière ou de créer des trous de verre. Si on imagine qu'une civilisation existe quelque part et qu'elle maîtrise la technologie des trous de verre, alors faut pas trop s'attendre à capter des signaux radio de leur part. Parce que perso, si j'ai des trous de verre à ma disposition, j'envoie pas des signaux radio qui prennent des années à arriver à destination. Je fais plutôt passer un câble Ethernet dans le trou de verre, ça va plus vite. Si c'est possible, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de les capter, ces civilisations-là. Maintenant, imaginez que nous, êtres humains post-humanistes, au hasard de nos pérégrinations spatiales, on tombe sur une civilisation primitive paumée sur une planète comme nous le sommes aujourd'hui. Nous avons le choix, soit de les exterminer,
parce que pourquoi pas, mais à moins d'être devenu une espèce purement sadique, je vois pas trop l'intérêt, soit les laisser vivre et peut-être les regarder détruire leur planète comme nous l'avons fait, soit leur proposer de nous rejoindre avant qu'ils n'aient rasé le dernier de leurs arbres. Eux, ils acquièrent l'immortalité et un savoir quasi infini, nous on acquiert leur savoir, si tant est qu'on l'avait pas déjà, mais aussi leur vision de la société qui pourrait, qui sait, nous faire avancer, mais aussi leur histoire pour apprendre de leurs erreurs, et pourquoi pas une gastronomie faite à base de bouffe qu'on n'imaginait même pas. Et leur planète, c'est comme la Terre, on la transforme en réserve naturelle d'où on peut tirer de la connaissance, pendant qu'on va miner des trucs sur des astres stériles où le terme même de pollution ne fait aucun sens. De même, imaginez qu'une ruche dans ce style, au hasard de ses explorations, rencontre une autre ruche. Deux solutions. Soit on se fout sur la gueule, soit on fusionne. Si on se fout sur la gueule, on a une chance sur deux d'y rester. Après tout ce chemin parcouru, ça serait vraiment con. Surtout si on est en infériorité numérique ou technologique. Donc la deuxième option, c'est on fusionne. Et c'est aussi gagnant-gagnant. Les plus avancés gagnent en population et ont éventuellement quelque chose à y apprendre, et les moins avancés avancent technologiquement et on fusionne la technologie de tout ce beau monde en ne gardant que le meilleur. Donc si on imagine deux populations telles qui se rencontrent, il y a fort à parier que plutôt que se montrer leurs armes, elles se montrent plutôt leur port USB. Bon, vous allez me dire, et la compatibilité matérielle dans tout ça ? Laissez-moi vous dire que deux intelligences en réseau à l'échelle interstellaire comme ça, qui cherchent à se brancher ensemble, va leur falloir un millième de seconde pour mettre au point d'interface, pas plus. Personnellement, je trouve que ce scénario est bien plus plausible que les scénarios d'invasion extraterrestre d'Hollywood. Faut dire que le but d'un film, c'est de nous mettre devant une situation tendue pour nous tenir en haleine, avant de nous délivrer une fin où c'est le gentil qui gagne. Gentil américain de préférence. Mais si vous faites partie d'une civilisation super intelligente et en avance technologique au point de pouvoir coloniser n'importe quelle planète, un astre habité va vous provoquer plus de curiosité que de pulsions destructrices. Normalement. Et donc je conclurai là-dessus. Si un jour une armée de robots venus de l'espace vous propose de vous sucer le cerveau, ça pourrait valoir le coup de les laisser faire. Maintenant, on a quand même un problème. Si le destin d'une civilisation intelligente, c'est de devenir une super intelligence en réseau quasi immortel qui colonise toutes les planètes qu'elle trouve, pourquoi aucune armée de robots n'est encore venue nous sucer le cerveau ? Eh bien, c'est la question à laquelle on va s'efforcer de répondre dans la prochaine vidéo, qui sera aussi la conclusion de cette série. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vous poser les bases d'une réflexion qui, quand elle aboutira, risque cependant d'envoyer certains d'entre vous se cacher sous leur couette en suçant leur pouce. Car oui, désolé, mais la conclusion ne va pas être très joyeuse. En attendant, levez les yeux au ciel, guettez les robots suceurs de cerveau, et soyez astronogeeks. À la revoyure. Ah voilà, ça c'est une vraie conclusion. Mais du coup, la suite, ça va parler de quoi ? Ça je te le dirai pas, t'auras qu'à regarder la prochaine vidéo. Hein. Bon allez, juste un petit spoil. Bon ok, de toute façon il reste que quelques secondes à la vidéo. Donc dans le prochain épisode, on va découvrir qu'en fait,